Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tous les parents connectés ce soir. Au nom de l'ensemble de l'équipe de l'Appel national, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e webinaire dédié à l'orientation et second volet autour de Parcoursup, que nous avons le plaisir de vous proposer. Après une première présentation le 10 décembre dernier des grands principes et du calendrier de la démarche Parcoursup, nous nous retrouvons aujourd'hui, 3 semaines après l'ouverture de la plateforme, avec le souci de vous permettre d'accompagner au mieux vos enfants dans cette étape si importante de la formulation de leurs vœux vers les études supérieures. Nous en profitons également pour renouveler nos sincères remerciements à M. Jérôme Teillard, inspecteur général de l'éducation et chef de projet de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour sa présence et son engagement constant aux côtés de l'appel, ceci dans l'intérêt de tous les parents. Lors de ce webinaire, M. Teillard prendra le temps de vous apporter des précisions, mais aussi des conseils sur la démarche de candidature Parcoursup prévue du 15 janvier au 2 avril 2025. Comment s'inscrire sur Parcoursup, comment rechercher des formations et formuler ses vœux, ou encore comment finaliser son dossier et confirmer ses vœux. Avant de laisser la parole à M. Teillard, je vous apporte quelques informations pratiques sur le bon déroulement de cette soirée. Un chat vous est ouvert afin de vous permettre de poser vos questions. Nous ferons de notre mieux pour centraliser les questions les plus demandées et les poser à M. Teillard. Plusieurs temps de pause seront organisés à cet effet. Et bien sûr, toujours le replay de la soirée qui vous sera disponible sur le site internet de l'appel, dont le lien vous sera communiqué dans ce même chat. Ce webinaire est l'occasion de vous sentir plus confiant et de vous accompagner au mieux votre enfant vers ses études supérieures. Je vous remercie de votre attention et laisse M. Teillard vous présenter cette nouvelle phase de Parcoursup. Bonsoir à tous. Merci Madame Coquelet, merci à toute l'équipe de l'Appel national. Bonsoir à chacun d'entre vous derrière votre écran. Ce que je vous propose, c'est de commencer une explicitation détaillée de cette deuxième étape de Parcoursup, sachant qu'on se retrouvera fin mai pour évoquer en amont de la phase d'admission la troisième étape. Évidemment, chacune d'entre elles est importante. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec le petit PowerPoint qui vous sera communiqué, de manière à ce qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Alors, si on passe à la première diapo, on se rappelle, à l'occasion de notre temps d'échange au mois de décembre, j'avais évoqué les différentes formations, donc on va les voir sur la slide suivante, les 24 000 formations qui sont proposées sur Parcoursup. Alors, on va y arriver à tourner le feuillet. Hop, ça y est, juste une avant. Qu'est-ce qui se passe? Il me manque la 2. Et ouais. Alors, autrement, je vais la commenter. Écoutez, je vous la commente et puis elle reviendra de toute façon. Donc, j'avais évoqué 24 000 formations qui sont proposées sur la plateforme. Voilà, on y est. Merci beaucoup à l'équipe. Des formations de deux types, les formations sous statut étudiant et les formations dites en apprentissage avec de l'alternance. Les formations sous statut étudiant, il y a toujours deux catégories, ça sera important dans nos échanges de ce soir. Les formations qu'on appelle non sélectives, différentes licences, les parcours préparatoires au professorat des écoles, les parcours d'accès aux études de santé, puis les formations dites sélectives, qui sont celles que vous connaissez sans doute beaucoup, classe préparatoire, BTS, IUT, formation de soins infirmiers, institut d'études politiques, formation de la culture, du sport. Il y en a énormément, effectivement, et les écoles de commerce, d'ingénieurs et de management. Si on passe à la slide suivante, il y a plus de 10 000 formations en apprentissage qui sont disponibles. Donc, ces formations, elles sont majoritairement dans les BTS, les IUT, les mentions complètes ou titres professionnels. Être un étudiant apprenti, c'est être un étudiant, mais surtout un salarié. Donc, il partage son temps entre un apprentissage académique et dans un centre de formation d'apprentis, et puis un apprentissage pratique auprès d'un employeur, service public, entreprise privée. C'est évidemment un atout dans le contexte de l'insertion professionnelle, puisqu'il y a déjà dans le cadre de la formation un apprentissage du milieu de l'entreprise.
Évidemment, la condition pour rentrer dans une formation en apprentissage, c'est d'avoir signé un contrat d'apprentissage avec un employeur. J'y reviendrai. Mais toujours pour préciser ces choses, alors c'est la responsabilité des CFA d'accompagner les candidats pour trouver un employeur, mais il faut toujours bien se rendre compte sur Parcoursup que vous pouvez avoir pour un même diplôme, par exemple je prends BTS Commerce International, et bien dans le même lycée par exemple, vous pouvez faire un vœu dans une formation sous statut étudiant, Commerce International, faire un vœu dans une formation en apprentissage BTS Commerce International, au bout de 2 années, vous aurez le même diplôme. Il y en aura un qui aura été obtenu en alternance et l'autre intégralement sous le statut d'étudiant. C'est ça la différence, mais la valeur du diplôme est effectivement la même. Si on passe à la slide suivante, on en vient à ce qu'a évoqué Mme Coquelet tout à l'heure. On est sur qu'est-ce que rechercher une formation sur Parcoursup. Alors, vous avez en petite illustration en haut à gauche la carte des formations de Parcoursup. Je rappelle qu'elle est disponible en accès libre, évidemment, à partir du site parcoursup.gouv.fr. Et je rappelle aussi pour vos enfants qui se sont inscrits, qui ont créé un dossier candidat, ils peuvent directement, depuis leur dossier, rechercher une formation. La différence entre les deux, c'est que je vais pouvoir, si votre enfant le fait directement depuis son dossier, je vais pouvoir déjà savoir quel est son type de baccalauréat et la manière dont certaines données seront présentées seront contextualisées à sa situation personnelle. Mais néanmoins, vous pouvez tous regarder le site et rechercher des formations en mode déconnecté, en quelque sorte, et vous y avez accès. La recherche de formation, elle se fait en utilisant des mots-clés, des zones géographiques ou d'autres critères de recherche, comme par exemple le type de formation. Vous avez des filtres par le statut, des filtres par les spécialités, des filtres avec des aménagements spécifiques. Je pense notamment aux sportifs de haut niveau, artistes, mais également les aménagements au titre du handicap. Vous avez un premier niveau d'information qui vous apparaît, au-delà de la carte que vous voyez en fond dans la petite diapo. Mais j'ai voulu faire un petit focus sur le rectangle là, donc une formation prise au hasard. Vous voyez sur ce rectangle, et toujours l'information se présente de la même manière, avec un petit badge coloré qui vous indique le statut de l'établissement. Il y en a 3. C'est public, c'est privé avec contrat sur l'État ou enseignement, établissement d'enseignement consulaire relevant des chambres de commerce et d'industrie. Et puis, il y a privé, un établissement privé. Toujours, on retrouve cette distinction. On a le nom de l'établissement, on a le nom de la formation. Vous avez l'affichage des places disponibles. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas quand on a partagé tous ensemble au mois de décembre, puisque les données de capacité d'accueil sont affichées que depuis le 15 janvier. Et puis ensuite, je voudrais pointer votre attention sur trois éléments. D'abord, la petite ligne formation similaire, vous la voyez, c'est une forme d'enveloppe que vous pouvez ouvrir. Eh bien, quand vous avez cette formation similaire, ça permet que finalement, Parcoursup va vous donner, en regard de votre recherche, vous avez recherché la licence d'histoire à Nantes, eh bien, les formations, Parcoursup va vous donner une liste de formations similaires. L'objectif, c'est quoi? C'est toujours permettre à des lycéens de découvrir des formations à travers Parcoursup. C'est permettre aussi de s'apercevoir, en quelque sorte, vous savez, j'utilise souvent cette formule parce que moi, elle me parle. On a tendance à penser qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. La réalité, c'est qu'il y a souvent plusieurs chemins qui mènent à Rome, voire tous les chemins, diraient certains. Mais là, en l'occurrence, c'est qu'il y a plusieurs formations qui peuvent mener vers le même environnement professionnel. Et je crois que dans cette recherche, c'est pas inutile de pouvoir un peu ouvrir les perspectives, surtout pour des lycéens qui n'ont peut-être de connaissances que quelques formations, alors qu'il y en a 24 000 à observer et à découvrir. Deuxième élément, le petit cœur que vous voyez en haut à droite du rectangle. Ce petit cœur, c'est un favori. Quand vous cliquez sur le favori, ça va enregistrer dans votre dossier que vous avez cette formation de licence d'histoire à Nantes et fait partie de vos favoris. Et vous pouvez y ajouter des petits commentaires. Je trouve que c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de vos pérégrinations sur Parcoursup, eh bien, vous constituerez finalement vos petites notes. Évidemment, ces notes sont strictement personnelles, personne n'en a connaissance à part vous, mais ça vous permet, au moment où vous stabiliserez votre liste de vœux avant le 13 mars 2025, de finalement reprendre les petites notes que vous vous êtes faites progressivement, que peut-être vous avez enrichies à l'occasion d'une participation à une journée porte ouverte. Je le dis là parce qu'il y en a beaucoup qui se déroulent en ce moment, le week-end dernier, puis le week-end qui vient. C'est un grand temps de moments de journée porte ouverte dans les différents établissements du supérieur.
Dernier élément que je voulais pointer, vous voyez la fonction « Ajouter au comparateur » où vous pouvez mettre une petite croix. Ça va vous ouvrir une fonctionnalité qui vous permet de comparer jusqu'à 5 formations entre elles, présentées selon la base de critères. Alors vous verrez, on n'a pas été particulièrement innovant, mais on s'est inspiré de dispositifs de type quand vous allez acheter un portable, quand vous achetez voilà, un type dans le commerce, vous avez souvent la possibilité de comparer sur des variables techniques de prix, évidemment. Bien là, vous aurez les frais de scolarité, vous aurez la nature du label dont dispose cette formation. Vous aurez, y a-t-il un internat? Quels sont les frais de candidature éventuels? Quelles sont les modalités de candidature? Voilà, une dizaine d'éléments sur lesquels vous pouvez comparer. Et je crois que c'est intéressant parce que on peut faire très bien une comparaison. Imaginons, c'est la licence d'histoire qui m'intéresse. Je veux identifier est-ce que cette formation, elle est facilement accessible ou une formation très demandée. Eh bien, quand vous comparez 5 licences d'histoire dans 5 établissements, par exemple, eh bien, vous pourrez voir le taux d'accès, j'y reviendrai tout à l'heure, qui permet de distinguer cette pression, en quelque sorte, à l'entrée dans la formation, et donc de faire des choix diversifiés, avec peut-être des choix ambitieux, peut-être des choix de sécurité. Vous avez aussi la possibilité, à travers cette fonctionnalité, eh bien, évidemment, de faire une comparaison sur 5 types de formations, je vais dire, identiques dans leur objet, très différentes sont les modalités pédagogiques par lesquelles il y a des enseignements. Je vais vous donner un exemple très concret. Votre fils ou votre fille est intéressé par l'informatique, eh bien, vous pouvez mettre en comparaison une école d'ingénieur avec une fibre informatique. Vous pouvez mettre aussi en comparaison une classe prépa informatique. Elle s'appelle CP... Non, ça va me revenir. Oh là là, j'ai oublié son nom. Ça me reviendra. MP2I, voilà, j'y reviens. Une licence d'informatique, un BUT d'informatique et même un BTS d'informatique. Ce sont des modalités pédagogiques différentes. C'est même aussi, parce que c'est important pour les parents, des frais de scolarité différents. Et donc ça, vous pouvez le voir dans le comparateur. Enfin, quand vous avez fait vos éléments, vous voyez le petit icône « Voir la formation » qui permet d'accéder à la suite. Donc, si on clique et qu'on change de page, on voit globalement ce à quoi on arrive à chaque présentation de formation sur Parcoursup. Alors, si le secret de la diapo 5 se dévoile, on verra exactement ce à quoi je fais référence. Il y a un petit suspense. Mais on va y arriver. Alors, c'est une petite diapo que j'avais déjà montrée au mois de décembre, mais qui me permet de revenir, où vous verrez que sur chaque fiche de formation, une fois que vous avez cliqué sur « Voir la formation », ce petit encadré en bleu, pour rentrer dans le détail de la formation, eh bien, vous avez à ce moment-là la visibilité. Ah, on y est, c'est parfait. Vous avez les visibilités sur d'abord en transversal, la carte d'identité de la formation, dans laquelle vous repérez des informations importantes. Par exemple, sur le nombre de places, par exemple, sur le caractère sélectif ou non sélectif de la formation, ce que j'ai évoqué dans les premières diapos. Vous avez, est-ce que sa formation ouvre droit aux bourses? Ça peut évidemment être un élément important. Est-ce que c'est un diplôme contrôlé par l'État? C'est le cas dans la formation qu'on voit dans l'illustration. En tout cas, premier réflexe, premier regard, quelques éléments sur la nature de l'établissement. Et puis, ensuite, vous avez les 6 petites rubriques qui sont toujours les mêmes sur Parcoursup. Pour faciliter les comparaisons, vous pouvez passer de l'une à l'autre et ça vous permet facilement d'aller identifier ce qui est recherché, ce qui vous intéresse en premier lieu. Si on passe à la slide suivante, je m'intéresse déjà à la question des modalités de candidature finalement. Alors, il y en a plusieurs sur Parcoursup. Premier élément, ce sont dans les formations dites sélectives. Eh bien, l'examen peut se faire sur dossier, mais vous pouvez aussi voir dans cette rubrique, qui est la deuxième rubrique dans les 6 que j'ai évoquées, la modalité d'examen peut être celle d'un concours, d'un écrit, d'épreuves orales, d'entretien, dont le calendrier et les modalités sont affichés aux candidats à travers cette rubrique « Consulter les modalités de candidature ». Il peut y avoir, parce que peut-être qu'on aura la question ce soir, il peut y avoir des frais adossés à des candidatures pour des formations qui proposent un entretien ou des concours écrits, je pense les écoles d'ingénieurs ou de commerce. À ce moment-là, ces frais, qui évidemment ne sont pas décidés par Parcoursup, mais par chacune des formations, l'engagement de Parcoursup, c'est de rendre transparent les frais qui sont associés à la candidature dans cette formation. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les formations dites non sélectives, dans lesquelles l'examen se fait sur dossier. Alors, je voudrais lever
vous savez, on dit en anglais les faux amis parfois. Le mot non sélectif peut être mal interprété. Les formations non sélectives, ça ne veut pas dire qu'on prend toujours tout le monde, ça veut dire qu'on prend tout le monde dans la limite d'une capacité d'accueil fixée par la formation. Évidemment, c'est pour ça que vous avez vu sur la slide précédente, on affiche un nombre de places disponibles. Eh bien, pour une licence non sélective, la formation va appeler des candidats et proposer des places jusqu'à la hauteur de sa capacité d'accueil. Tant qu'elle n'est pas remplie, elle propose des places aux candidats. À l'inverse, en quelque sorte, une formation sélective, elle a le droit de dire non, et elle peut dire non au regard du dossier, quelle que soit finalement l'atteinte de sa capacité d'accueil. Voilà, c'est un petit élément que je voulais redonner parce que ça permet de faciliter la compréhension. Slide suivant, s'il vous plaît. On rentre dans le vif du sujet, le point qui vous intéresse sans doute et qui est un élément important dans vos comparaisons sans doute entre les formations. Quels sont les critères affichés par les formations elles-mêmes? Parce que je rappelle, cette rubrique-là, elle est la même pour tous les types de formations et elle est renseignée par les enseignants des formations eux-mêmes. Ce n'est pas Parcoursup qui établit des critères, ce n'est pas Parcoursup qui examine les candidatures. Trois éléments à vous illustrer sur cette diapo-là. Premier élément, c'est ce que vous voyez à travers l'accolade, c'est l'illustration finalement de quelques thèmes généraux regroupant des critères. Les résultats scolaires, les méthodes de travail, le savoir-être, la motivation, l'engagement, le cas à l'extérieur. Voilà, vous avez une représentation sur 100 qui vous donne. Dans chaque formation, ça peut être différent, mais c'est toujours au même endroit et toujours explicité comme tel. Vous avez une deuxième élément que je voulais vous montrer, qui est, après l'accolade, ce qu'on se trouve en bas. Je n'ai mis qu'une ligne là pour cet exemple. C'est l'illustration très concrète de la déclinaison. Merci beaucoup pour l'agrandissement. C'est la déclinaison finalement des éléments résultats scolaires. On y voit que là, ce qui peut intéresser, c'est certaines notes particulières qui sont dans les bulletins scolaires. Et vous voyez à travers l'iconographie qui est à droite, les petites plus remplies, qui est une iconographie standard sur Internet qui signifie l'intensité. En l'occurrence, c'est un critère qui est essentiel. Donc voilà, ça éclaire votre enfant sur ce qui est attendu dans cette formation et ce qui sera pris en compte. Et puis vous avez cette rubrique dans ce rectangle bleuté, conseils aux candidats, qui sont des conseils qui sont communiqués par les enseignants du supérieur sur la base de leur expérience de l'année ou des années précédentes pour passer quelques consignes, des points d'attention à l'attention des candidats. Ça, c'était la rubrique critères, vous le voyez tout en haut, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Et puis, je voudrais qu'on s'arrête sur une rubrique visualiser les chiffres d'accès à la formation, qui est la rubrique numéro 4. Si on passe à la slide suivante, que j'avais commenté en décembre, mais je vais y revenir parce que sans doute certains d'entre vous y ont déjà solliciter cette rubrique pour essayer de comprendre et je voudrais soit répondre à des questions, soit en tout cas moi expliciter bien cette compréhension. Ce que l'on a fait, et on l'a fait d'ailleurs avec les fédérations de parents d'élèves, en interrogeant des lycéens, c'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs attentes d'information pour mieux comprendre la manière dont fonctionne Parcoursup et pour mieux comprendre quels sont les profils des lycéens qui sont admis dans telle ou telle formation. Ceux qui ont reçu des propositions d'une part, et puis ceux qui choisissent d'y aller. Parce que parfois, il peut y avoir une différence entre ceux qui reçoivent des propositions et ceux qui décident d'y rester finalement à la fin. D'abord, premier élément, comprendre le fonctionnement de Parcoursup avec 3 étapes que vous voyez donc sur l'image de gauche. Vous avez une représentation pour tous les candidats, toutes les catégories de candidats, et vous avez le nombre de candidats qui ont fait un vœu, le nombre de ceux qui ont reçu une proposition et le nombre de ceux qui ont décidé d'intégrer cette formation, c'est-à-dire qui ont accepté la formation. Et puis, vous avez la possibilité ensuite, dans Parcoursup, de sélectionner votre type de baccalauréat. Vous le voyez sur l'image qui est à droite. Et puis, une fois que vous avez sélectionné votre type de baccalauréat, eh bien, vous avez une illustration qui est à ce moment-là centrée sur le type de bac que vous avez identifié. Et vous avez les mêmes chiffres d'accès, mais déclinés selon la catégorie spécifique que vous avez souhaité choisir. Et vous retrouvez les mêmes 3 ensembles. Quels sont les candidats? Quels sont ceux qui ont pu recevoir une proposition d'admission et quels sont ceux qui ont choisi d'intégrer? Vous avez même au milieu du petit écran, en bas à gauche et de manière surlignée, ce qu'on appelle le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est quoi?
c'est quelle est la proportion des candidats de ce profil qui ont reçu une proposition d'admission dans cette formation. Si je donne 2 illustrations, si le taux d'accès est de 100%, ça signifie que 100% des candidats qui avaient formulé un vœu ont pu recevoir une proposition dans cette formation. Donc en fait, tout le monde. Et puis si vous avez, là ce qui est le cas dans l'exemple, 25% de taux d'accès, cela signifie qu'un lycéen sur 4 du bac général a pu recevoir une proposition d'admission dans cette formation. Évidemment, ça vous donne une forme de renseignement sur l'intensité de la pression pour accéder à telle ou telle formation. Si on passe à la slide suivante, qui est important, qui permet d'aller plus loin au-delà de ces informations de compréhension, là, on a souhaité apporter une information plus ciblée, plus personnalisée, pour essayer de guider les candidats et leur donner une forme d'approche des possibilités d'accès dans la formation, avec toujours 3 lignes directrices pour nous. La première, toujours penser à diversifier les vœux. L'objectif n'est ni de dire que c'est certain qu'on va être pris dans cette formation, parce que moi, je ne suis pas Madame Irma. La deuxième certitude, c'est qu'à aucun moment, une information peut vous conduire à dire c'est impossible d'y aller et je n'ai pas le droit de candidater. Non, ça n'est jamais le cas. Par contre, ce que l'on veut essayer de faire, c'est à la fois tempérer les comportements d'autocensure ou les réduire du mieux possible. Par exemple, on sait à travers des études de chercheurs que les jeunes filles ont une tendance à s'autocensurer et à ne pas aller vers les formations sélectives lorsqu'elles n'ont pas d'indication chiffrée. La deuxième chose, c'est de tempérer, là aussi, l'excès de confiance. L'excès de confiance qui vous conduirait un candidat à ne faire qu'un ou 2 vœux sur des formations très, très demandées, considérant qu'il est sûr qu'il va être pris compte tenu de son niveau. Souvent, ce que mésestime un lycéen dans ce contexte-là, c'est le fait que des lycéens de très bon niveau, il peut y en avoir beaucoup et qui visent les mêmes formations. Donc, toujours penser à diversifier. Je donne l'illustration de ce que vous proposent les 3 maquettes, qui se voient en dynamique lorsque vous êtes sur Parcoursup et sur la carte des formations. Ce qui est à gauche, merci pour le petit zoom, eh bien, alors je vous rappelais, on a dit qu'on prenait un cas de lycéen bac général. Donc, j'aurais pu prendre le cas lycéen technologique ou lycéen professionnel, et évidemment, les petites fenêtres seraient adaptées. On est dans le cas du lycée général, et ce qu'on peut proposer à un lycéen, c'est de renseigner 2 enseignements de spécialité de terminale, évidemment sans doute les siennes, mais il peut faire l'exemple avec autre chose, et puis de mentionner une référence à une moyenne générale. Vous voyez la petite réglette où on peut mettre un niveau de moyenne générale, c'est constitué des notes de terminale sans coefficient et sans option. Alors, c'est évidemment un indicateur générique. Je pense que il faut toujours avoir en tête, si vous allez sur une formation très scientifique, que vous êtes très bon au grand oral, mais que pour autant, dans les matières scientifiques, vous êtes très faible, c'est pas parce que votre moyenne générale va être élevée par vos résultats dans certaines matières qui n'intéressent pas cette formation que le résultat voudra dire que vous serez pris dans cette formation. Vous voyez comment le lire. Mais je donne, donc là, dans ce cas-là, le lycéen a sélectionné 2 EDS, il a mis un niveau de moyenne générale à 15, et quand il clique sur voir le résultat, eh bien, vous avez l'écran central qui permet de visualiser finalement des résultats. Avec ce profil, quel a été le comportement de la formation? Eh bien, on voit là que la formation a envoyé régulièrement des propositions d'admission à ce profil de candidat, et il y a des conseils, qui peuvent encourager à faire des vœux, mais en même temps à diversifier. Et puis toujours le rappel qu'il n'y a pas de garantie d'admission. Autre rappel toujours important, allez consulter les critères d'analyse des candidatures, parce qu'effectivement, peut-être que dans une formation, le résultat est très pertinent lorsque la formation utilise essentiellement, voire uniquement les résultats scolaires, peut-être que ça le devient beaucoup moins lorsqu'elle utilise d'autres données plus qualitatives, sur la motivation par exemple. Donc voilà, ce sont des informations utiles, ce sont des informations à décoder, à décrypter, à digérer en quelque sorte, de manière à ne pas les prendre au pied de la lettre, mais comme un indice, un indicateur utile. Il y a déjà eu plus de 5,5 millions de clics, donc vous voyez, c'est que ça répond aussi à un vrai questionnement. Troisième fenêtre qui est sur la droite, importante aussi, c'est celle qui dit quels sont les candidats qui ont décidé d'y aller finalement et qui sont effectivement inscrits sur les 3 dernières années, avec quel était leur niveau de moyenne générale, et on prend en gros 80% des lycéens se situaient entre tel niveau de note et tel niveau de note, et puis on donne les 2 extrêmes. Et puis à la droite, vous avez les enseignements de spécialité, les davantage
de jeunes qui correspondaient à cette doublette de spécialité, et puis on le fait par ordre décroissant. Ces informations peuvent être importantes en comparant les deux parce que vous pouvez très bien voir qu'il y a un profil de lycéen qui reçoit beaucoup de propositions, mais en fait qui ne vient pas dans la formation. Donc vous voyez, c'est quelque chose à utiliser avec des pincettes. C'est quelque chose aussi qui est là pour vous guider dans votre diversité de choix. Parce qu'évidemment, sur une même type de formation, selon que vous changez d'établissement, dans certains établissements, vous trouverez très en tension et donc il faut vraiment être à droite de la barre de moyenne pour recevoir des perspectives de rentrer dans cette formation, alors que dans d'autres, eh bien, vous pouvez voir que le niveau de moyenne est beaucoup moins important demandé, ou en tout cas celui qui était des candidats des années passées, puis vous pouvez voir beaucoup plus de diversité dans les enseignements de spécialité. En tout cas, voilà, ce sont des informations nouvelles de cette année. Rubrique diapo 10, s'il vous plaît. Ce sont les informations que l'on donne sur l'insertion. On a largement élargi le périmètre des formations pour lesquelles des taux d'insertion, finalement, et des éléments sur le devenir des étudiants sont inscrits. Et puis, nous avons même, depuis le 15 janvier, des données sur le salaire indicatif net par mois qui peut être observé sur ceux qui sont sortis des études. Je crois que c'est intéressant aussi dans votre réflexion, dans la réflexion des parents. Et évidemment, tout ce que j'ai dit sur ces différentes fenêtres, je pense que ce qui est intéressant, on a peut-être parmi nous ce soir des parents de lycéens ou de lycéennes qui sont en première ou en seconde. Vous voyez bien que tous ces éléments d'information qui sont sur Parcoursup peuvent aussi éclairer quand on est en seconde et en première, pas que uniquement les élèves de terminale. Diapo 11, et je vous promets, on fait une petite pause pour recueillir déjà quelques premières questions. Évidemment, tous les éléments que j'ai évoqués sont des éléments qui sont utiles à prendre en compte par le lycéen et la famille pour réfléchir sur le projet de poursuite d'études et formuler des vœux, mais surtout pour discuter avec les professeurs principaux et psychologues, discuter à l'occasion des journées portes ouvertes auxquelles vous allez vous rendre. Voilà, ne jamais prendre l'information au pied de la lettre, ne jamais hésiter non plus à aller au devant du dialogue parce qu'il n'y a jamais de questions idiotes et je crois que concernant ces choix de formation, il faut toujours aller vers le concret et donc la plateforme, elle n'est pas faite pour faire du concret, elle est faite pour faire une info fiable, juste et qui vous soit personnalisée, mais le concret, vous le vivez dans la rencontre humaine avec l'ensemble des acteurs. Madame Coquelet, je vous propose de prendre quelques questions peut-être si vous en avez déjà. Oui, une première question, que signifie le label MESR? Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous voyez, sur mon buzzer, j'ai déjà juste. Mais du coup, c'était pour avoir un petit peu plus d'informations. Une autre question, de savoir comment sont étudiés les dossiers d'un élève en situation de handicap. Je vais peut-être y revenir plus tard, si vous voulez bien, parce qu'on reviendra. Là, j'ai fait des révisions de ce qu'on avait déjà vu, mais pour rentrer dans le contexte, parce que chacun appréhende beaucoup mieux sans doute la plateforme maintenant, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Mais évidemment, je vais ensuite revenir sur la question des vœux et revenir. Peut-être la seule chose, parce que pour pas laisser un parent dans l'angoisse, il n'y a aucune sélection qui puisse se faire au regard du critère de handicap. C'est évidemment un critère qui est absolument prohibé par la loi, que nous rappelons systématiquement. Les formations qui sont sur Parcoursup, je l'espère, vous savez, on arrive aux 20 ans de la loi du 11 février 2005, donc qui est important pour l'inclusion, et je crois qu'il y a une démarche d'université inclusive et d'autres formations inclusives. Je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais rassurez-vous, monsieur, madame, il ne doit pas y avoir toute prise en compte de la situation de handicap. On accompagne les étudiants en situation de handicap et si vous souhaitez avoir des informations, je le redirai plus tard, mais il y a un espace directement sur la plateforme Parcoursup avec une page entière qui est dédiée à la question du handicap et que nous avons travaillé avec des associations. Mais vous allez peut-être y répondre tout à l'heure. Lorsque dans une école de commerce, l'entrée requiert le passage d'un concours, est-ce que le fait de choisir l'école suffit à être inscrit au concours? Non, vous devrez, je le dirai tout à l'heure en prenant cet exemple de mémoire, puis si je ne le fais pas, rappelez-le moi, mais vous devez d'abord formuler des vœux et vous devez ensuite les confirmer et vous devez compléter votre dossier. Et au titre du complément au dossier, il y aura, j'imagine, un prix à payer, enfin en quelque sorte des frais de candidature associés que vous devrez régler avant de voir votre vœu confirmé et donc votre inscription enregistrée.
Parfait, ben, je vous laisse continuer. S'inscrire, formuler des vœux, compléter son dossier, confirmer les vœux, voilà ce qui va nous occuper. Alors accrochez-vous, c'est un peu dense, mais on essaiera de faire des pauses de manière à ce qu'on soit tous bien à l'aise. Slide suivante pour vous donner un petit peu la photographie de notre calendrier. Il y a 2 dates qui sont importantes à retenir. Le 13 mars 2025, 23h59. Le 2 avril, la première date, c'est pour formuler son vœu. La deuxième date, c'est pour compléter son dossier et confirmer ses vœux. En même temps, le conseil de classe élaborera en quelque sorte la fiche à venir, élaborera toutes les notes qui seront remontées dans le dossier Parcoursup, et en avril-mai, les formations examineront. Et évidemment, pour répondre à la question qu'on avait aussi, enfin j'imagine la prolonge, lorsque vous êtes inscrit à un concours, le concours se déroule nécessairement en avril-mai, de manière à ce que ça s'inscrive dans le calendrier global de Parcoursup. Passons à la slide suivante, qui j'imagine, mais c'est pour mémoire et rappel pour ceux pour lesquels il n'y aurait pas eu d'inscription. Moi, j'ai regardé ce matin, on était déjà à plus de 750 000 candidats qui étaient inscrits, dont près de 600 000 lycéens. Donc, je pense que parmi vous, il y a surtout des gens pour lesquels l'enfant est déjà inscrit sur Parcoursup. Si ça n'est pas fait, je vous encourage à le faire, avec toujours 2 étapes à bien distinguer. On se crée un compte Parcoursup, le compte est pluriannuel, et ensuite, on se crée un dossier candidat de l'année 2025. Cette distinction qui peut vous paraître un petit peu complexe, en fait, elle est très utile, y compris quand, par exemple, votre enfant veut se réorienter. Il est déjà étudiant et il veut se réorienter. Il réutilise le même compte qu'il avait l'an dernier. Par contre, il se crée un nouveau dossier candidat puisqu'il avait été candidat en 2024 et il a de nouveaux éléments pour l'année 2025. 2 éléments importants pour votre enfant, de bien renseigner le numéro de portable pour recevoir les alertes qui sont envoyées sur la plateforme tout au long de la procédure, qui sont des alertes pour rappeler des échéances, rappeler des points à respecter ou à fournir. Et puis, conseil aux parents, je ne cesserai jamais de le dire, vous avez la possibilité de renseigner dans le dossier Parcoursup de votre enfant vos propres coordonnées de mail ou de portable qui seront utiles pour l'équipe Parcoursup, parce qu'à chaque fois que nous écrirons à votre enfant, vous recevrez simultanément la même type d'information. C'est aussi une information que nous donnons pour les formations qui organisent des concours. Là aussi, je fais le lien avec la question que vous m'avez posée, pour que quand le concours est organisé et que la formation envoie les convocations, eh bien, votre enfant ne soit pas le seul à recevoir la convocation et que les parents puissent la recevoir aussi. Ça peut être une sécurité particulièrement utile pour être sûr d'être à l'heure le jour du concours ou de l'entretien à passer. Slide suivante, les principes qui sont ceux sur Parcoursup pour la formulation des vœux. Jusqu'à 10 vœux pour les formations sous statut étudiant, 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Vous pouvez formuler des vœux aussi bien pour les formations sélectives que les formations non sélectives. Il n'y a pas de choix obligatoire. C'est vous qui avez de la liberté de constituer votre panier. Le vœu doit être motivé lorsque la formation l'a elle-même demandé. Il pourra être accompagné pour son professeur principal. Et puis, 3 règles à bien retenir. Les vœux n'ont jamais besoin d'être classés, il n'y a pas de hiérarchie à faire, donc là, vous pouvez vraiment choisir en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez faire. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, donc il n'y a pas plus de chances d'être admis pour celui qui a fait ses vœux juste avant ce webinaire par rapport à celui qui les fera juste après. Et je précise, il n'y a qu'une seule échéance, et moi je prendrai une photographie finish le 13 mars 2025 à 23h59. D'ici là, vous pouvez changer 800 fois d'avis. Alors, je ne sais pas si c'est très utile, mais enfin, si c'est votre choix, faites-le. Ce que vous faites le jeudi, vous pouvez le défaire le vendredi, jusqu'à l'échéance du 13 mars, 23h59, 13 mars prochain. Les vœux ne sont connus que de vous, ça veut dire qu'une formation ne connaît que le vœu qui la concerne, elle ne connaît pas votre panier de vœux. Mes conseils réguliers, diversifiez vos vœux, évitez impérativement de ne formuler qu'un seul vœu, ça serait une trop grande prise de risque. Si on passe à la slide suivante, on entre dans ce que vous avez sans doute entendu parler, les sous-vœux, les vœux et les sous-vœux. À quoi servent les sous-vœux? Qu'est-ce que c'est que ce barbarisme et pourquoi nous l'avons inventé?
On l'a inventé pour permettre finalement de démultiplier les candidatures sur Parcoursup et donc de donner plus d'opportunités à chacun de vos enfants pour choisir leur formation. Un vœu multiple, c'est finalement un vœu qui regroupe plusieurs formations similaires. Je donne cet exemple, le BTS Management Commerce International. Eh bien, c'est un vœu multiple qui permet de rassembler tous les lycées de France qui ensuite proposent cette formation de BTS MCO au niveau national. Un vœu multiple, il compte pour un seul vœu parmi les 10 que vous avez possibles. Et ensuite, chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent à un établissement différent sur le territoire. Je prends toujours mon exemple BTS Management Commerce International. Ça vous fait un vœu sur vos 10 et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui proposent la même formation. Sauf exception, il n'y a pas de vœux multiples pour les licences. Je ne connais vraiment qu'un seul exemple, c'est le PASS en Île-de-France, donc l'accès aux études de santé. Eh bien, le PASS Île-de-France fait un vœu parmi les 10 et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 5 facultés de santé dans les universités d'Île-de-France qui proposent cette formation. Une petite nota, il y a des réglementations spécifiques sur certaines formations paramédicales où on ne peut choisir que 5 vœux multiples qui sont regroupés au niveau territorial. Je vais essayer maintenant que je vous ai donné à peu près cette illustration de rentrer sur deux catégories différentes. Si on passe à la slide suivante, la première catégorie qui sont les formations pour lesquelles le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple dans une limite de 20 au total. Vous voyez s'afficher là les types de formations qui vous sont proposées et je vais essayer de donner des exemples très concrets alors avec des petits chiffres parce que je ne suis pas très bon en maths donc je m'y perds vite. Par exemple, vous êtes intéressé par l'informatique, c'était mon exemple de tout à l'heure, eh bien, vous prenez un BTS informatique, un but informatique et une classe prépa informatique, ça vous fait 3 vœux par vos 10. Mais vous avez à l'intérieur la possibilité d'aller choisir des établissements. Par exemple, vous pouvez choisir 6 BTS, 6 lycées différents qui proposent ce BTS informatique. Vous pouvez choisir 4 IUT différents qui proposent ce BUT informatique et vous pouvez choisir 10 lycées qui proposent la classe prépa. Au total, vous voyez bien que vous en êtes à 20. Mais vous avez 20 sous-vœux, mais vous n'avez utilisé que 3 vœux, il vous en reste 7 dans d'autres domaines qui pourraient vous intéresser. Et rassurez-vous, il y a un compteur de vœux et de sous-vœux du Parcoursup à chaque fois qu'il y a une limitation, de manière à ce que vous ne soyez pas à prendre votre petit calepin ou à noter avec vos doigts, on s'y perdrait très vite. Une petite spécificité que j'ai mis en rouge, je le mets en rouge parce qu'à chaque fois j'oublie d'en parler, donc plus c'est gros, plus j'essaye de me remémorer. C'est la spécificité des choix en classe préparatoire. Je vais donner un exemple là aussi concret. Vous êtes intéressé par une classe prépa scientifique, ce qui s'appelle MPSI, et puis dans le lycée qui vous intéresse, allez, le lycée Rousseau, il y a forcément un lycée Jean-Jacques Rousseau quelque part. Dans le lycée Rousseau, on propose cette formation avec ou sans hébergement en internat. Vous avez la possibilité de choisir les deux, et moi je vous encourage à choisir les deux, évidemment, si vous avez un intérêt sur l'internat. Si vous n'avez aucun intérêt, ça ne sert à rien. Mais si vous êtes intéressé par l'internat, toujours cocher les deux, parce que de toute façon, quand vous cochez, ça vous compte que pour un seul sous-vœu. Donc vous voyez, vous avez une réserve en plus. L'objectif, c'est quoi? Parce que le classement, pour ceux qui sont intéressés à l'internat, le classement à l'internat se fait en fonction d'un critère social, de besoin social, alors que l'admission dans la prépa se fait en fonction du dossier pédagogique, évidemment. Donc, vous voyez, toutes ces catégories-là de formation que j'ai identifiées, le titre du diplôme, c'est un vœu, le choix de l'établissement physique, c'est finalement un sous-vœu, et vous pouvez 10 par catégorie et ensuite 20 au total. Slide 18, pour arriver à une autre catégorie qui est celle dans laquelle le nombre de sous-vœux est illimité. Et vous y retrouvez des écoles d'ingénieurs de commerce et de management, vous y retrouvez les IEP, vous y retrouvez les écoles nationales vétérinaires, et puis vous y retrouvez le parcours spécifique santé que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous le voyez, je donne des exemples très concrets. Vous êtes intéressé par le concours Avenir, qui est une école d'ingénieurs. Eh bien, dans ce concours-là, le concours Avenir, c'est un vœu, et ensuite, vous pouvez choisir autant d'écoles qui sont proposées par le concours d'Avenir. Vous êtes intéressé par le concours commun des écoles nationales vétérinaires. Il y en a 4, je crois, d'écoles nationales. Eh bien, vous pouvez choisir le concours commun, ça vous fait un vœu, et ensuite, vous choisissez de 1 à 4, selon ce qui vous intéresse, en fonction de leur géographie, sans doute par rapport au lieu de votre habitation, mais le nombre est illimité. Donc, évidemment, à la fin, vous avez toujours 10 vœux, mais vous pouvez avoir des sous-vœux bien plus nombreux. Et vous aurez une réponse au mois de juin sur chacun des vœux et sous-vœux.
Voilà, c'est ça qui est important. Donc, votre panier vœux, c'est vous qui le constituez. Je donne en page 19 un petit exemple pour faire le récap, pour savoir si on a bien tous retenu, non pas la leçon, mais en tout cas l'explication. Vous voulez faire un BTS métier de la chimie dans 7 lycées différents. Dans votre dossier, ça se comptera pour un vœu, le BTS chimie, 7 sous-vœux qui sont autant de lycées qui sont décomptés parmi la limite de 20 sous-vœux. Vous êtes intéressé par un regroupement de formation en soins infirmiers à l'université Paris-Saclay. Elle propose 7 instituts localisés dans son périmètre. Vous en choisissez 4 parmi les 7. Vous aviez le droit d'en choisir 7 si vous voulez. Eh bien, dans votre dossier, ça se traduit comment? Un vœu pour le regroupement d'IFSI et 4 sous-vœux qui correspondent à autant d'établissements physiques, lesquels ne sont pas décomptés au sens qu'il n'y a pas de compteur. Rassurez-vous, je le dis, il y a un compteur de vœux et de sous-vœux dans votre dossier. Je le dis aussi, dans chaque dossier de candidat, il y a une petite rubrique qui s'appelle « Pour vous aider », dans lequel vous retrouvez une petite vidéo sur comment formuler des vœux. Vous avez toutes les explications. Vous pouvez aller dans la FAQ de Parcoursup, dans lequel vous avez un moteur de recherche. Vous pouvez retrouver exactement les questions, ce que j'ai dit, mais de manière écrite, ça vous permettra de le mémoriser plus facilement. Sachez enfin que ces limites-là, elles permettent donc de démultiplier les candidatures. Je n'ai jamais rencontré un élève qui m'explique qu'il n'a jamais pas eu assez de vœux pour formuler ce qu'il souhaitait. Donc, je crois que c'est plutôt rassurant. Slide 20, un point qui est important, qui est la question de la géographie. Est-ce qu'il y a des formations pour lesquelles il y a une priorité géographique ou d'autres qui n'auraient pas? La réponse est oui. Pour les formations qui sont sélectives, il n'y a pas de secteur géographique. Vous pouvez faire des vœux pour les formations qui vous intéressent, quel que soit le lieu de cette formation, qu'elle soit ou non dans votre académie. Pour les licences, là aussi, vous avez toujours le droit de faire des vœux partout en France, quelle que soit l'académie. Par contre, attention, à chaque fois que vous faites des vœux sur une licence, on vous indique si vous êtes du secteur ou pas du secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand une formation qui a un nombre de candidats plus important que le nombre de places, eh bien, le recteur prendra la décision de donner une priorité aux lycéens qui habitent l'académie. Je crois que c'est un point important. L'objectif, c'est d'éviter des mobilités encore forcées d'une manière générale, de privilégier la proximité sans interdire le choix de mobilité. Vous verrez donc à la fois l'appartenance au secteur ou pas au secteur, c'est affiché, et d'une manière générale, le secteur égale l'académie, mais vous verrez, on le verra dans la slide d'après, si on peut y passer, eh bien, il y a des exceptions, des dérogations territorialisées. Par exemple, la plus connue, en Île-de-France, les 3 académies de Paris, Versailles et Créteil constituent une seule et même académie du point de vue du secteur. Autrement dit, je vais essayer de donner 2 exemples concrets. Vous habitez à Aix-Marseille, enfin vous habitez à Marseille, parce qu'on ne peut pas habiter au milieu des deux. Vous habitez à Marseille, vous êtes prioritaire pour aller dans les universités, les formations de l'université d'Aix-Marseille, vous n'êtes pas prioritaire pour aller dans une université en région Île-de-France. Si vous êtes de l'Île-de-France, vous êtes prioritaire dans toutes les universités d'Île-de-France, vous n'êtes pas prioritaire pour aller à Bordeaux, Toulouse ou Marseille. Mais évidemment, il faut également regarder ces informations au regard des statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Parce que si vous avez une formation qui se déroule dans une autre académie qui vous intéresse et que finalement, dans cette académie-là, on prend tout le monde à la fin, vous voyez que vous êtes aussi encouragé à diversifier ces vœux et à faire des vœux dans ces académies. Voilà, c'est un point qui me paraît important. Dans les exceptions, évidemment, il y en a 3 que je cite. Lorsqu'on est candidat et que la mention de licence n'existe pas dans son université, eh bien, on devient prioritaire dans l'université dans laquelle on fait un vœu, même si elle se situe dans une autre académie. Tous les candidats français ou membres de l'Union européenne qui sont établis en dehors de France sont toujours prioritaires, quel que soit l'endroit qu'ils recherchent. Par définition, là où ils sont, il n'y a pas d'université française. Enfin, tous les candidats qui préparent ou ont obtenu le baccalauréat français dans un centre de l'AEFE habilité sont considérés toujours comme prioritaires, quel que soit l'endroit où ils vont faire des vœux. Voilà, ce sont des éléments importants à avoir en tête. Slide 22, et rassurez-vous, on fait une pause à 23. Slide 22, s'il vous plaît. Petit rappel sur la question des vœux en apprentissage. Il y a une règle importante,
si on peut passer à la slide 22, c'est que là où vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux formation sous statut étudiant, il n'y a pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage. C'est-à-dire qu'autant la date que je vais vous dire juste après à la slide 23, qui est la date du 13 mars 2025, qui est la date limite pour faire des vœux, elle n'existe pas en apprentissage. Vous pouvez faire formuler des vœux ensuite. Donc, si vous avez à choisir dans vos priorités, peut-être attendez, concentrez-vous d'abord sur les vœux sous statut étudiant pour ensuite faire les vœux en apprentissage. Les vœux en apprentissage, c'est une rubrique spécifique dans votre dossier et les centres de formation d'apprentis en apprentissage ont pour mission d'accompagner les candidats pour trouver une formation. Vous pouvez vous-même prendre contact avec le CFA que vous choisissez directement depuis votre dossier Parcoursup. Slide 23, qui est la slide la plus courte en texte mais la plus importante à mémoriser, c'est la date, dernier jour pour formuler des vœux, jeudi 13 mars 2025, 23h59, heure de Paris. Heure de Paris, pourquoi? Parce que tous les lycées du monde entier, des lycées de l'AEFE participent à la procédure Parcoursup et qu'il nous faut une heure de référence à partir du moment où c'est une heure limite. À vous de trouver le bon tempo. Je le disais, moi je prends la photo finish, mais c'est pas parce que je prends la photo finish à 23h59 qu'il faut terminer vos vœux à 23h59. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, prenez-vous-y les jours d'avant. Alors rassurez-vous, moi chaque année tout le monde me dit oui, mais je constate 50% des candidats qui font des vœux dans les 2 derniers jours. Voilà, essayez de trouver le bon rythme, ni trop vite, mais pas être en retard. Il y a 2 conséquences à la date que vous voyez là. Un, c'est que le 14 mars, c'est trop tard pour faire des vœux. La deuxième conséquence, c'est que le 14 mars, je ne fais pas de troc, évidemment. Cette date, elle est fondamentalement importante. Après, je veux rassurer, imaginons, il y a un parent, il y a une situation dans une famille, une situation d'hospitalisation, une situation critique, etc., qui fait que votre enfant n'a pas pu faire ses vœux, etc., au dernier moment. Il y a toujours une messagerie contact dans Parcoursup dans laquelle vous pouvez contacter Parcoursup, expliquer une situation. Voilà, je veux dire, on s'adapte et on est compréhensif. Les équipes de Parcoursup sont fondamentalement bienveillantes pour évidemment à l'égard de l'ensemble des lycéens. Voilà, on a fait un petit passage complet sur la formulation des vœux. Madame Coquelet, si vous avez des questions. Oui, alors il y a pas mal de questions. Je voulais savoir, par exemple, est-ce qu'il est possible de faire 10 vœux normaux et 10 vœux en apprentissage? Oui, alors, j'aime bien le mot des vœux normaux. Ce qu'on a essayé, je le dis, ça me fait sourire parce que ce qu'on a essayé en mettant l'apprentissage sur Parcoursup, c'est de considérer qu'il y a toutes les formations sont équivalentes, vous voyez, en normalité. Mais je comprends la commodité de langage. Vous pouvez faire 10 vœux dans les formations sous statut étudiant et 10 vœux à côté en apprentissage. Dans les 2 cas, ce sont des plafonds. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 10. Vous avez l'opportunité d'en faire jusqu'à 10. D'accord, merci. Pareil sur les choix au niveau géographique. À quel moment sait-on quand est-ce que fixe le recteur au niveau Alors, des... le recteur fixe des taux en mai. Par contre, pour chacune des formations, vous avez déjà l'indication, est-ce qu'il y avait l'an dernier, en quelque sorte, des priorités géographiques fixées pour la formation. Et quand vous allez dans les chiffres d'accès, vous pouvez voir, par exemple, à chaque fois qu'il y a une formation qui a appelé tout le monde, on l'indique précisément. Merci. Est-ce que la formulation de l'ensemble des vœux est-elle vue par l'ensemble des établissements candidatés? Non, je l'ai indiqué tout à l'heure, chaque formation n'a connaissance que du vœu que vous avez fait pour elle. Ça, c'est un principe. Et je le dis pour elle, parce que ça peut, je ne l'ai pas dit, mais un peu avant le 13 mars, moi, je ferai un petit screen de tous les vœux sur Parcoursup et j'adresserai des messages aux lycéens, par exemple, qui n'ont fait que des vœux en dehors de leur académie en licence, alors qu'ils sont prioritaires dans leur académie. Et évidemment, si les parents ont renseigné leurs coordonnées, ils recevront ce même message. Je ferai un message en direction des lycéens qui n'ont fait qu'un seul vœu ou qui n'ont pas encore fait de vœu, vous voyez, une semaine avant la fin des vœux. L'objectif, c'est toujours non pas d'intimer un ordre, mais d'attirer l'attention sur une situation peut-être un petit peu problématique. Alors, on revient à la slide 24. Je vous ai dit, il y a une date, le 13 mars 2025, pour formuler des vœux, puis il y a une date pour compléter son dossier et confirmer son vœu. Finalement, je vais essayer de donner un exemple très concret parce que c'est quand c'est concret qu'on comprend.
Vous êtes intéressé par faire une licence, je reprends ma vignette de tout à l'heure, un vœu dans la licence d'histoire à Nantes, à l'université de Nantes. Ce vœu-là, vous devez l'avoir formulé avant le 13 mars 23h59. Et si les enseignants de la formation de licence d'histoire à Nantes ont demandé une lettre de motivation, eh bien, vous aurez à faire cette motivation avant le 2 avril. C'est comme ça que j'explique ces deux temporalités. La première, c'est pour formuler les vœux. La deuxième, c'est pour compléter son dossier et confirmer son vœu une fois que le dossier est complet. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire pour que les vœux deviennent définitifs? Ils doivent être confirmés. Ça veut dire compléter son dossier. Il y a une rubrique autres projets, j'y reviendrai un peu. La lettre de motivation, les pièces complémentaires, la rubrique activité centre d'intérêt. Je vais revenir sur chacune d'elles après. Et puis, une fois que vous avez tout rempli votre dossier, vous confirmez chacun des vœux. Un vœu non confirmé avant le 2 avril 23h59 ne sera pas examiné par les formations post-bac. Évidemment, une semaine avant l'échéance du 2 avril, j'adresserai à chacun des candidats et donc à leurs parents, s'ils ont renseigné leurs coordonnées, un message pour dire voilà ce qu'il vous reste à faire dans votre dossier pour chacun des vœux que vous avez choisi de formuler avant le 13 mars. Je rentre dans le détail. Alors d'abord, page diapo suivante, un petit point parce que j'ai toujours la question, comme ça permettra de le signaler. Vous avez la possibilité de demander une césure dans Parcoursup. Cette demande de césure, elle se fait dans le dossier Parcoursup, mais évidemment, cette information ne sera pas communiquée aux formations au moment où elles examinent les dossiers. L'établissement ne prendra connaissance de la demande de césure que quand le lycéen aura accepté l'établissement après le 2 juin et le début de la phase d'admission. La césure n'est pas nécessairement accordée de plein droit par une formation, il faut une lettre de motivation, il faut l'expliquer en quelque sorte. Et si elle est acceptée, eh bien, le candidat aura le statut d'étudiant inscrit dans une formation, il pourra solliciter par exemple des droits sociaux attachés aux étudiants, et puis lorsqu'il voudra revenir dans cette formation, il n'aura pas à passer sur Parcoursup. Donc voilà, je fais ce petit focus parce qu'on peut demander la césure directement via son dossier Parcoursup. On décline dans la slide 26, alors avec ce que vous connaissez tous. Alors, si des fois j'en lis la presse, c'est ce qui se fait cauchemarder les parents, qui est la lettre de motivation. Alors, je voudrais aussi rassurer chacun d'entre vous. La lettre de motivation, c'est d'une manière générale plutôt 1500 caractères, dont 3 paragraphes. Elle se fait par vœu, mais évidemment, vous pouvez avoir une trame commune quand vous avez fait plusieurs vœux sur différents établissements. Avoir une trame commune, c'est pas avoir un texte unique, parce que moi, chaque année, il y a des enseignants qui me disent j'avais un étudiant, il était super, mais il m'a raconté toute la vie de l'établissement que je ne connais pas, qui est mon établissement concurrent. Voilà, faites gaffe au copier-coller, c'est toujours important. 2, il y a dans le dossier, j'ai dit, de chaque candidat une petite rubrique pour vous aider, dans lequel il y a une petite vidéo sur la lettre de motivation, comment la faire, comment l'écrire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, le plus important que je puisse vous dire, c'est éviter d'avoir recours à ChatGPT. Je sais que c'est extrêmement tentant, mais ça n'est pas l'exercice demandé. Et au bout d'un moment, ça se voit. À la fois, ça se voit parce qu'il y aura sans doute un style très général et donc très différent d'une démarche personnelle dans laquelle on explique et très concrète. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y aura peut-être un style qui tranchera par rapport à ce que les enseignants voient du reste du dossier de l'élève. Vous voyez, quand vous voyez une lettre qui atteint la perfection et qu'à côté, vous voyez que l'élève, il ne se caractérisait pas immédiatement par la perfection dans ces domaines du français, par exemple, eh bien, vous voyez, ça interroge les enseignants. Ce qui est important, en tout cas, c'est que cette lettre soit concrète. On peut y dire, voilà comment j'ai compris la formation, voilà pourquoi elle m'intéresse. J'ai un projet personnel, j'ai un projet professionnel. J'ai participé à des journées portes ouvertes, ça m'a convaincu. Voilà, ce sont des choses comme ça qui permettent de faire une note de motivation. Il n'y en a pas de parfaite, il y a celle qui ressemble à chacun. Et évidemment, les enseignants ont à disposition, dans leur dossier Parcoursup eux-mêmes, la possibilité de voir les lettres de motivation faire par chacun de leurs élèves. Ils vont pouvoir suivre les candidatures, suivre à la fois qui a été inscrit, qui a fait des vœux, qui a confirmé ses vœux. Je crois que c'est un point important et vous pouvez les conseiller. Conseiller de votre enfant de les solliciter, pardon. Slide suivante, 27. La rubrique Autres projets, c'est simplement pour nous apporter une information. Est-ce qu'en parallèle des vœux sur Parcoursup, vous avez d'autres projets? Ces informations-là sont confidentielles, ne sont jamais transmises aux formations d'accueil, c'est uniquement pour l'équipe Parcoursup. La rubrique, slide 28, activités, centre d'intérêt, c'est une rubrique facultative dans laquelle la candidate peut renseigner des informations qui ne sont pas liées à sa scolarité et qui souhaite
porter à la connaissance des formations, activités extrascolaires, stages, jobs, pratiques culturelles. Alors, je lisais ce matin, j'avais dans une de mes alertes dépêches, il y avait un article dans Le Point dans lequel il y avait quelqu'un qui alors se moquait gentiment. Alors il faut garder de l'humour sur soi aussi, de la rubrique activité, entre ceux qui choisissaient d'aller au poney, au violon ou vous voyez toutes sortes d'activités. Moi je le dis vraiment et je crois que c'est important et je sais que l'appel national a toujours aussi ce message-là. Il n'y a aucune légitimité à une course aux activités périscolaires. Enfin c'est pas du tout l'objet. L'objet c'est simplement parfois d'essayer de dire à un lycéen et d'essayer que lui-même puisse se dire qu'il y a des choses qu'il fait qui ont aussi de la valeur, même si ce n'est pas noté dans le cadre scolaire. Il fait du babysitting de temps en temps. C'est un élève qui a une activité sportive, qui a une activité artistique ou culturelle. C'est un élève qui maîtrise une langue étrangère à la maison sans l'avoir appris à l'école. Voilà, je crois qu'il faut rester simple et dire des choses qui sont en lien avec votre projet et qui peuvent. Si vous ne souhaitez pas le faire parce que votre enfant n'a pas envie de le faire, il n'est pas obligé. Je crois que voilà, ça peut être un élément utile pour exprimer. Vous voyez, par exemple, il y a des élèves qui font des stages de seconde. Alors, ça sera pour les générations de terminale de l'an prochain, puisque le stage de seconde a été rétabli l'an dernier. Mais peut-être que pour certains, le stage de seconde a été révélateur d'un choix. Et le fait d'avoir commencé finalement à avoir une expérience dans un domaine peut être utile, peut être une information utile pour les enseignants. Slide 29, juste pour signaler, il existe une attestation obligatoire à fournir lorsque vous êtes intéressé par la licence de droit. L'attestation, elle est sur le questionnaire du site Avenir de l'ONICEP. Elle est à remplir. Les résultats ne sont jamais transmis aux universités, mais simplement l'attestation que vous avez fait ce questionnaire. L'objectif, c'est d'arriver. La demande de la conférence des doyens de droit, c'était de faire en sorte qu'on ait des candidats qui aient bien compris ce qu'était la licence de droit et pas simplement surfant, vous voyez, un peu sur une vague Netflix. Ça a l'air super, tous les métiers d'avocat et autres, mais très loin de la réalité de la formation en droit. Un petit focus sur la slide 30, important, puis je le déclinerai sur 2 slides, à la fois sur le bulletin scolaire et puis la question de la fiche à venir. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Je crois que c'est important pour tout le monde. Vous y retrouvez à la fois des informations type bulletin et notes de baccalauréat, qui comprennent aussi les appréciations des enseignants sur chacune des disciplines, des informations sur des parcours spécifiques, parcours en section européenne, binationale ou bac français international, participation au cordée de la réussite, certification des compétences numériques. Vos enfants qui sont en terminale passeront cette certification avant le début du mois de mars. Elle pourra être remontée dans Parcoursup. Il y a aussi la possibilité, je ne l'ai pas mentionné là, j'aurais dû, les sportifs de haut niveau, évidemment, ou artistes confirmés. Voilà, on peut apporter des informations dans son dossier. Vous retrouvez sur la gauche la rubrique activité centre d'intérêt, la lettre de motivation que j'évoquais, les pièces spécifiques demandées par des formations. Certaines formations peuvent avoir à l'intérieur des questionnaires. Par exemple, quand vous candidatez à une formation en soins infirmiers, vous avez un questionnaire directement dans le dossier à renseigner. Par exemple, si vous êtes intéressé par les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, vous devez apporter un élément attestant votre créativité artistique. Tout ce qui peut vous être demandé comme pièce a été validé par Parcoursup et figure dans le dossier Parcoursup. On ne peut pas vous demander des choses qui ne sont pas dans le dossier Parcoursup. Et puis, la fiche à venir, mais je vais y revenir. Si on passe à la slide 31, quels sont les éléments constitutifs dans les bulletins scolaires? Eh bien, on y retrouve à la fois moyenne de l'élève par discipline, positionnement de l'élève dans son groupe ou dans sa classe. C'est souvent les groupes maintenant, compte tenu de la réforme du lycée. Les appréciations disciplinaires des enseignants, trimestrielles ou semestrielles, selon l'organisation du lycée et chacun dans sa discipline. Attention aux fake news. Parcoursup ne remonte jamais le décompte des absences. Ce n'est pas parce que dans le bulletin scolaire que vous remonte votre lycée à travers Pronote ou autre, eh bien vous le voyez, cette information ne remonte pas sur Parcoursup. Dans les cas, dans plus de 99% des cas, vous n'avez pas de saisie à réaliser. Les éléments de note, les éléments d'appréciation sont automatiquement remontés dans le dossier. Si vous constatez une erreur, vous pouvez le signaler directement auprès du chef d'établissement, de la scolarité de l'établissement, pour que ce soit rectifié.
Vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que les bulletins scolaires du deuxième trimestre ou premier semestre ne seront pas remontés. Ils seront remontés à la toute fin du mois de mars. Vous recevrez un message qui vous dira « ça y est, les notes sont remontées, pensez à les corriger, à les vérifier ». Voilà, de même que les appréciations des enseignants qui sont des appréciations correspondant aux bulletins. Voilà tout ce que vous retrouvez dans cette catégorie et que vous pourrez avoir en visibilité directement dans votre dossier Parcoursup. Un petit focus sur la page de la diapo 32 sur la fiche à venir qui est renseignée après le deuxième conseil de classe. Et chaque lycéen a une fiche à venir renseignée par son lycée, versée directement dans le dossier de l'élève par le lycée. Vous verrez un petit onglet fiche à venir qui vous présentera ce qu'il y a dedans. On peut y retrouver des appréciations spécifiques des professeurs. Je l'ai dit, les appréciations trimestrielles et semestrielles, elles sont toujours avec les bulletins scolaires. Mais il peut y avoir une appréciation complémentaire faite par un enseignant et à ce moment-là, elle sera renseignée dans la fiche à venir. Il y a toujours l'appréciation du professeur principal, une appréciation qui porte sur la méthode de travail, l'autonomie, la capacité à s'investir, l'engagement ou les responsabilités prises par l'élève dans son lycée. Et puis, vous avez l'avis du chef d'établissement, qui est un avis à la fois sur le niveau de la classe, un avis sur la capacité à réussir, et puis une appréciation manuscrite pour exprimer, finalement, pour chacun des vœux, quelle est son appréciation. Ce qui est important, c'est que si, au mois de mars, avant la confirmation des vœux, vous pourrez voir, finalement, l'avancement de la saisie du remplissage de la fiche à venir, vous ne pourrez pas consulter les appréciations. Ces appréciations ne seront consultables qu'à compter du 2 juin. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de pression, en fait, parents ou lycéens à l'endroit des enseignants et de l'équipe de direction de l'établissement. La réalité, c'est qu'en fait, moi, je ne connais pas, je n'ai jamais eu de situation critique, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que les enseignants vont dire sont des choses qu'ils ont déjà fait connaître aux lycéens, que vous avez déjà pu échanger avec l'équipe du lycée, équipe enseignante ou équipe de direction. Donc, pas de surprise. Mais je crois que ces éléments sont importants parce que pour les enseignants du post-bac, c'est des éléments concrets, des éléments de ceux qui vous connaissent bien et qui peuvent apporter une appréciation utile en plus des notes. C'est aussi une manière de vous dire, il n'y a pas que les notes qui comptent, ces éléments d'appréciation sont aussi importants. Il nous reste plus que 2 slides avant de faire une petite pause. Slide 33, je l'avais promis tout à l'heure, un petit focus sur le handicap. Évidemment, c'est important, on peut candidater sans avoir à évoquer son handicap. Je crois que c'est très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le devenir des lycéens qui souhaitent s'orienter vers le post-bac et pas la situation de tel ou tel en fonction d'une situation particulière. Les discriminations à raison du handicap sont interdites, ça ne peut jamais être un critère de sélection. Vous disposez pour chacune des fiches de formation, dans la 6e rubrique qui s'appelle « Contacter l'établissement », de la possibilité de voir un référent handicap, il y a ses coordonnées, vous pouvez le contacter et vraiment, moi j'invite les familles à le faire. Ça peut apporter des renseignements sur les modalités d'accompagnement, d'adaptation pour les examens, pour les études, pour des situations particulières. Le candidat a la possibilité de renseigner ce qu'on appelle une fiche de liaison dans son dossier Parcoursup, dans lequel il renseigne quel type d'accompagnement il a bénéficié au lycée. Ces éléments-là sont importants, mais ils ne sont jamais communiqués aux formations au moment où elles examinent le dossier, évidemment, puisque ces éléments sont interdits, ne peuvent pas être des critères. Par contre, lorsque le candidat aura choisi sa formation qui l'intéresse, il pourra demander à Parcoursup de transmettre automatiquement cette fiche au référent handicap de la formation avec un seul objectif, permettre d'anticiper la rentrée, permettre finalement qu'il y ait un dialogue qui se fasse entre la famille et l'établissement de manière à préparer au mieux l'arrivée de l'étudiant, du futur étudiant dans son nouvel établissement. Il peut y avoir parfois des situations très particulières à prendre en compte et je crois que plus le dialogue s'instaure tôt, plus il est utile. Cette fiche de liaison, je le dis, elle a été travaillée et discutée avec les associations du secteur du handicap, avec les représentants des établissements de formation post-bac, de manière à trouver le bon équilibre. Vous avez, parce que je sais qu'il y a des candidats, il y a des familles qui ont envie de dire une situation de handicap. Il y a une rubrique qui peut être ça, par exemple, vous avez, j'imagine, qui s'appelle, vous voyez, j'ai eu des notes et puis j'ai été hospitalisé et je n'ai pas pu avoir de notes à mon premier trimestre. Eh bien, il y avait une rubrique qui s'appelle « Éléments liés à ma scolarité » que vous pouvez renseigner peut-être pour expliquer une situation.
Vous n'êtes jamais obligé de dire un handicap. À ce moment-là, si vous décidez de l'écrire vous-même, l'information sera transmise aux formations. Mais c'est vous qui l'avez souhaité pour éclairer finalement une situation. Enfin, je le signale pour les candidats en situation de handicap, une procédure qui est dérogatoire, expressément prévue par la loi, qui est la possibilité de solliciter un réexamen du dossier, soit parce qu'on n'a aucune formation, soit parce que la formation qu'on a eue n'est pas adaptée au type de handicap que j'ai, soit parce qu'il y a une situation, j'ai une obligation de soins dans un établissement qui me fait demander une proximité très forte avec tel ou tel établissement, mais pas de chance, j'ai eu un autre établissement. Eh bien, directement, dès le 2 juin, vous pouvez solliciter un réexamen du dossier par le recteur, de manière à essayer de trouver une place dans l'établissement qui est le plus recommandé pour des raisons personnelles, des raisons sociales, des raisons de santé pour ces candidats en situation de handicap. Voilà le petit focus que je voulais faire. Il y a évidemment une page sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous pouvez trouver une page dédiée sur le handicap. Il y a une petite vidéo. Il y a pas mal d'éléments qu'on a fait. Et vous avez même la possibilité, si ça vraiment vous intéresse, on met des replays de, de, de live que l'on a fait. Et j'ai fait le 29 janvier dernier un webinaire avec l'ONICEF dédié sur la question de l'accompagnement des familles en situation de handicap. Et il y a eu plein de questions très concrètes. Donc vous pourrez voir les réponses. Ça peut aussi vous éclairer si vous êtes dans cette situation. Dernière slide pour qu'on fasse une petite pause question. Slide 34, un petit rappel. Dernier jour pour compléter son dossier et confirmer ses vœux, c'est le mercredi 2 avril, 23h59. Même principe. Photo finish à 23h59. Ne vous y prenez pas au dernier moment pour coller, à la fois parce que des fois il y a beaucoup de monde et qu'on n'est jamais à l'abri d'une saturation. Mais voilà, au moins j'aurais fait passer le message de prévention. La deuxième chose, c'est parce qu'on se met vite en panique quand on n'a pas fait son dossier et qu'on le fait au dernier moment. Mais ça vaut sur Parcoursup comme ça vaut aussi pour toute démarche administrative, évidemment. Troisième chose, c'est que le mercredi 3 avril, il sera trop tard pour confirmer un vœu. C'est la logique même d'une borne calendaire, mais même principe, s'il devait y avoir une situation exceptionnelle, familiale, sociale, de santé, voilà, messagerie contact pour alerter les équipes de Parcoursup, pour expliquer une impossibilité, c'est toujours important de le faire et que nous ayons ce regard bienveillant. Madame Coquelet, pendant que je prends un peu d'eau, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors une question pour rassurer nos parents. Est-ce que l'établissement supérieur a connaissance du lycée de l'élève? Et derrière cette question-là, c'est les différences de notation qu'on peut retrouver Oui, parfois entre établissements. Est-ce alors que c'est vous pouvez rassurer nos parents? un grand classique de Parcoursup. L'information sur le lycée figure dans le dossier de chacun des candidats. Après, je voudrais rassurer avec quelques données. Un, en 2024, 95% des lycéens ont eu au moins une proposition. En moyenne, ils en ont eu presque 6. Donc, vous voyez que dans 95%, on partait de 645 000. Donc, vous voyez bien qu'ils sont tous de lycées très différents et que cette question-là est indifférente pour permettre la réception de propositions d'admission de la part des formations post-bac. Quel est le sujet de fond qui est derrière? C'est celui parfois de la diversité des notations entre les établissements. Mais vous le savez vous-même, parce que comme moi, vous avez été un lycéen ou une lycéenne. euh, euh, Vous avez dans votre établissement scolaire eu des enseignants qui eux-mêmes ne notaient pas de manière forcément toujours cohérente. Il y avait Monsieur Martin, tout le monde connaissait Monsieur Martin en disant j'espère que j'aurai Monsieur Martin, parce que tout le monde savait qu'il notait plus que Madame Durand. Voilà, on a tous connu ce type de situation. Moi, je tiens à les relativiser. Et je vous le dis parce qu'on est entre nous dans la communauté. Là. Moi, j'ai mon neveu qui est sur Parcoursup. Et mon neveu m'a posé la même question que celle que vous m'avez posée. Je l'ai rassuré parce qu'il était dans un grand lycée en province et je lui ai dit, mais si dans ton lycée on notait à ce point de manière à te pénaliser, confirme-moi qu'il n'y a plus personne dans ton lycée, que tu es le seul à être dans ton lycée. Tout le monde est parti puisque tout le monde a eu peur de cette pénalisation. Ah ben non, c'est toujours le lycée le plus demandé. Donc il y a un moment, vous voyez, il faut relativiser ces questions. Ça n'empêche pas, et c'est un travail qu'a engagé le ministère de l'Éducation nationale, d'information auprès des proviseurs pour leur donner la visibilité des choses de manière à ce qu'on converge dans les questions de notation. Il n'y a pas de raison de créer un climat d'insécurité en quelque sorte. Mais moi, je voudrais rassurer tout le monde. Il y a des propositions d'admission pour tous les candidats sur Parcoursup, quel que soit le lycée de leur provenance. Et je crois que c'est important et ça fait partie. Et que nous rappelons
évidemment à toutes les formations que des critères qui seraient fondés uniquement sur l'origine, etc., sont prohibés, de la même manière que je l'ai dit sur la question de handicap. Merci beaucoup. La lettre de motivation doit-elle être plutôt manuscrite et signée ou Parcoursup Alors non, autorise? alors, enfin, manuscrite, elle est digitale en quelque sorte, puisqu'elle est dans le dossier Parcoursup, mais non pas signée. Mettez pas votre nom, puisqu'on conserve l'anonymat de votre dossier. Donc, il n'y a pas besoin de mettre son nom. Vous verrez, mais ça me permet de le redire, il y a une petite fiche méthodo qui est dans la rubrique pour vous aider. Vous retrouverez directement une petite fiche méthodo, comment faire une lettre de motivation. Et puis, je vous dis, il y a la vidéo. Celui qui l'a faite, c'est un de mes collègues. Il est directeur de l'IUT de Vannes. Il lit chaque année des lettres de motivation. Alors, je vous dis même, il a eu son fils sur Parcoursup. Donc, vous voyez, il a fait dans les deux cas de figure. Il l'a évidemment accompagné, sans doute, pour faire cette lettre de motivation, mais il a essayé de donner des exemples très concrets pour donner des indications aux lycéens. Parfait, ben, je vous laisse continuer, on reviendra aux questions tout à l'heure. Ouais. Alors, l'analyse des candidatures, si on revient sur il reste quelques slides, comme ça nous laissera le temps de faire. Évidemment, on aura l'occasion de parler de la troisième étape de Parcoursup au mois de mai, mais si on revient sur l'analyse des candidatures, et quelques conseils pour conclure. Slide 38, évidemment, mais je crois que vous l'avez compris à travers tout ce que j'ai dit, ça n'est jamais Parcoursup qui décide de l'affectation. Il n'y a aucun algorithme de Parcoursup qui fait l'analyse des candidatures. Ce sont les enseignants des formations qui ont défini des critères, qui vont les utiliser et finalement passer le dossier de chacun des candidats à l'aune des critères qu'ils ont définis. Et ça n'est pas Parcoursup qui va examiner ces candidatures. Il n'y a aucun algorithme de Parcoursup qui décide de l'affectation. Après l'analyse des candidatures, les formations transmettent un classement à Parcoursup qui va servir de base aux propositions d'admission. Parcoursup va ensuite faire les propositions et chaque candidat aura la liberté du choix, le dernier mot, la possibilité de conserver des vœux lorsqu'il est en attente, alors qu'il a choisi une autre formation. Je crois qu'on y reviendra abondamment à la fin du mois de mai. Mais voilà, je voulais rassurer, il y a des critères de candidature, on a vu où ils étaient tout à l'heure, les formations les appliquent. Quant à Parcoursup, elle prend en compte des priorités définies par la loi. Priorité géographique, on a vu tout à l'heure, on a évoqué avec une question. Comment on sait si on est prioritaire ou pas prioritaire? Eh bien, lorsque nous intervenons sur le classement pour mettre en œuvre la priorité définie par le recteur. Il en est de même pour les lycéens boursiers. Nous intervenons sur les classements, mais nous ne faisons pas le classement initial. Il est entièrement fait par les enseignants. C'est ce que j'avais oublié que j'en ai fait une diapo, c'est sur la slide 37, mais voilà ce que fait Parcoursup, priorité accordée aux lycéens boursiers. Je rappelle aussi qu'il y a une aide financière de 500 € pour les lycéens boursiers qui iraient s'inscrire dans une formation située en dehors de leur académie de résidence. Nous prenons en compte la participation au cordée de la réussite. Et puis, il y a des places priorisées pour les lycéens professionnels pour rentrer dans les BTS, pour les lycéens technologiques pour rentrer dans les IUT. Pourquoi? Parce que ce sont les formations qui proposent la meilleure continuité pour ces lycéens-là entre leur apprentissage au lycée et leur formation post-bac. Je crois que c'est un élément important. Quelques conseils en slide 38 pour synthétiser nos échanges. D'abord, prendre connaissance du calendrier, modalités de fonctionnement. Il y a beaucoup de petites vidéos. Il y a une vidéo sur formuler des vœux. On va faire pour la semaine prochaine une petite vidéo sur compléter son dossier et confirmer ses vœux, évidemment, qui est encore tôt, mais autant que vous l'ayez en ligne. N'hésitez pas, il y a des quiz, des règles d'or, vraiment une FAQ très très riche. Anticipez pour ne pas attendre la dernière minute. Évidemment, ça c'est un conseil qui me semble particulièrement utile. Pour vos enfants, faites les vœux qui vous intéressent dans les formations qui vous intéressent sans vous autocensurer. Pensez toujours à diversifier. Et puis prenez cette distance par rapport aux données. Ce sont des données pour éclairer, pas pour faire un choix automatique. Il n'y a pas de situation tout noir, tout blanc. Je suis pris, je suis jamais pris. Il faut jamais hésiter à être ambitieux. Il faut toujours penser aussi à faire des vœux de sécurité. Donc il y a une forme de proportion que chacun d'entre vous définira entre les vœux d'ambition, les vœux raisonnables et puis les vœux de sécurité. Chacun fait son panier, en quelque sorte, selon ce qu'il aura pu consulter, puis selon son intérêt.
Dites à vos enfants de ne jamais rester seuls avec leurs questions. Je crois que c'est important. Échanger au lycée, professeur principal, psychologue d'éducation nationale, profiter des rencontres avec les enseignants, les étudiants du supérieur. Moi, vraiment, à chaque fois que l'on interroge les lycéens, ce qu'ils nous disent, c'est que les rencontres de journée porte ouverte, c'est ce qui rassure le plus parce qu'évidemment, c'est concret et c'est très humain. Préparez-vous aussi à la phase de mission. Ne jamais penser que c'est pas parce qu'au moment de la formulation des vœux, il n'y a pas de hiérarchie à faire qu'il ne faudra pas en faire une au moment où vous recevrez les propositions. Quand vous aurez 2 propositions, il faudra faire un choix. Et tout cela ira très très vite à partir du 2 juin, mais nous aurons l'occasion d'en reparler la dernière semaine du mois de mai tous ensemble. Rassurez-vous, c'est toujours aussi mon message final parce que moi, il me paraît particulièrement important. Parcoursup, personne ne joue sa vie sur Parcoursup. Parcoursup, c'est une première étape. On peut se réorienter, on peut changer d'avis, on peut profiter d'une passerelle. Donc voilà, il faut aussi un peu libérer un peu de pression que les enfants peuvent avoir. Et je crois que c'est important pour trouver la bonne distance dans l'accompagnement, aussi de relativiser ces choix-là. Slide 39, pour terminer, quelques rappels des contacts que vous pouvez avoir. Contact avec un numéro vert, 0800 400 070. Messagerie contact depuis le dossier candidat. Réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Parcoursup, recevoir des conseils. On est présent. Et puis, il y a un canal d'actualité WhatsApp que vous pouvez trouver, Parcoursup Info sur WhatsApp. Là aussi, pour recevoir de l'information, ça s'adresse particulièrement aux parents. Les jeunes n'utilisent pas trop WhatsApp. Mais voilà, vous en avez la liberté. Puis si vous avez déjà plusieurs canaux d'actu WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de vous en créer un obligatoire. Nous, c'est que du facultatif. Voilà, merci pour ce petit temps. Et puis, on a du coup un peu de temps pour les questions. Je crois que c'est pas mal. Alors, il y en a une question. Bonsoir, il y a une rubrique de vœux hors Parcoursup. Quel est l'intérêt pour l'élève de remplir ce style de vœux? De faire des vœux en dehors de Parcoursup. Oui, Alors, je vais essayer de donner. Il peut y avoir certaines écoles dans certains domaines qui n'ont jamais été présents sur les plateformes d'enseignement supérieur, qui sont toujours restés en dehors. Ça peut être des fois dans des domaines très particuliers. Je pense que vous avez tous entendu, comme moi, j'y suis jamais allé, mais je connais, mais vous savez, quand on veut faire du cinéma, on entend toujours les stars dire je suis allé au cours Florent. Voilà, ben voilà, vous avez des choses, c'est pas sur Parcoursup. Alors ça délivre peut-être pas de diplôme. Euh, Attention quand vous allez en dehors de Parcoursup. Nous avons fait, alors je sais pas si on peut remettre le petit doc, mais en slide numéro au tout début, slide 2. J'ai pointé, il y a un petit livret qui s'appelle, que vous retrouvez sur Parcoursup dans la rubrique ressources, elle est tout en haut. Ça fait rien si vous ne le montrez pas. Le petit livret s'appelle les bons réflexes et on vous donne quelques bons réflexes à avoir pour des formations qui seraient en dehors de Parcoursup. Voilà, si on est à la slide, c'était la slide numéro 2, donc vraiment au tout début. Ce petit document, quelques questions. Et je pense que parmi les questions, c'est voilà, depuis quand cette formation existe? Est-ce que c'est une formation, les modalités pédagogiques? Est-ce que c'est entièrement à distance? Est-ce que le diplôme qui est proposé, voilà, les bons réflexes, est-ce que le diplôme qui est proposé par cet établissement est un diplôme qui vous garantit la possibilité d'une poursuite d'études? Est-ce qu'il y a un label du ministère de l'Enseignement supérieur? Voilà, ce sont des questions sans doute à vous poser si votre enfant est intéressé par des formations en dehors de Parcoursup. merci beaucoup. Une autre question autour de la phase complémentaire. Est-ce qu'on Alors, peut... la phase complémentaire, on y reviendra évidemment au mois de mai quand on parlera de la phase d'admission. La phase complémentaire, elle ouvre à compter du 11 juin. Elle permet à un élève de reformuler des vœux sur des formations qui ont toujours des places vacantes. En gros, ces formations-là ont épuisé leur liste de candidats et il reste des places, donc nous les remettons en jeu. Et donc, ça permet à un candidat qui n'a pas eu de proposition au départ, de reformuler des vœux pour en avoir finalement trouvé la formation qui l'intéresse. À titre d'illustration, en 2024, 80 000 lycéens ou étudiants ont trouvé via la phase complémentaire la formation qui les intéressait. D'accord, merci. Concernant par exemple les licences en économie et gestion qui existent dans plusieurs universités, c'est autour de la formulation des vœux et des Et oui, sous-vœux. je vois Cela, arriver la question. ouais, cela signifie-t-il que chaque demande pour cette licence comptera pour un vœu sans pouvoir faire de sous-vœux?
Oui, je vous donne l'illustration. Donc, on a dit éco-gestion, hein, c'est ça. Éco-gestion dans 3 universités, ça fait 3 vœux. Mais si j'avais fait maths, économie et éco-gestion dans la même université, ça me fait aussi 3 vœux. Les universités ont du mal à créer des sous-vœux. Je vous dis, ça n'existe que pour le pass en Île-de-France quasiment. D'accord. Et justement, on a des questions sur le pass Île-de-France. Euh, Est-ce que vous pouvez bien réexpliquer Alors, la je vais vous dire le spécificité? pourquoi du comment. C'est qu'en fait, pourquoi il y a un sous-vœu un vœu multiple pass Île-de-France avec des sous-vœux qui correspondent à chacune des universités qui proposent la formation PASS, parcours d'accès spécifique santé. Vous en avez 5 universités qui en Île-de-France proposent cette formation. Si un lycéen est intéressé vraiment par les études de médecine, si on l'autorisait, s'il n'y avait pas ce vœu multiple, ça voudrait dire qu'il consommerait la moitié de ses vœux uniquement sur les études de santé. Et on a considéré que c'était sans doute un peu dangereux de focaliser à ce point-là. Donc, en permettant le sous-vœu, ça lui permet de faire un vœu pass Île-de-France. Il a la possibilité de choisir jusqu'à 5 établissements. Et puis, évidemment, ensuite, il lui reste 9 vœux sur d'autres types de formations. Ça permet de diversifier et d'éviter, en quelque sorte, trop de déceptions, ou en tout cas des situations dans lesquelles des candidats n'auraient pas de solutions alternatives, s'agissant d'une formation qui est particulièrement demandée et particulièrement sélective. Merci beaucoup. On a de nouveau des questions sur les dates limites pour payer les frais demandés par la formation. Est-ce que Alors, vous la pouvez date revenir limite, dessus? oui, bien sûr. Donc, comment je sais si une formation demande des frais de candidature? C'est dans la rubrique modalité de candidature. Je crois que c'est la troisième dans la liste des rubriques de chaque fiche formation Parcoursup. Vous avez non seulement l'indication des frais de candidature, les modalités de ces frais, et puis le lien vers un service de paiement. Paybacks, Paybox, vous voyez à peu près du standard. Alors, je vous le dis, mais je pense que vous l'aviez en tête, Parcoursup n'encaisse rien du tout, hein. Moi, je ne suis que le relais et vous devez avoir la vérification que vous avez bien réglé les frais de candidature avant de pouvoir confirmer vos vœux. Et comme quand on travaille, nous, avec Paybox ou PayPal, eh bien, quand vous réglez vos frais de candidature, eh bien, Paybox nous renvoie un petit input qui me dit le candidat a bien réglé et à ce moment-là, votre dossier devient complet. Voilà, c'est un élément indispensable. Je le redis, ça n'est jamais Parcoursup qui décide de l'opportunité de ces frais, du niveau de ces frais. Ce sont les formations qui le décident, leur conseil d'administration. Des fois même, c'est un acte réglementaire. Par exemple, les écoles d'archi, il y a un arrêté ministériel de la ministre de la Culture qui fixe le montant de ces frais de candidature. Mais Parcoursup vous assure la transparence. Un point important, il peut y avoir, pour ceux qui sont boursiers, des remboursements de ces frais ou une exemption de ces frais, une dispense de ces frais de candidature. L'objectif de cette formation, je pense notamment par exemple au concours des INSA, sur lequel il y a un concours associé avec des frais, eh bien il y a des dispenses à l'attention des boursiers. Merci. Petite question par rapport justement à la nouveauté Parcoursup. Pour les formations avec concours d'entrée, le nombre de candidats qui ont postulé représente le nombre qui ont obtenu le niveau minimum au concours ou bien représente tous les candidats Tous avant les candidats, concours? tous les candidats avant le concours. Parfait, merci. La deuxième indication, vous vous rappelez, il y avait 3 tas, là, un peu comme ça. Le deuxième, c'est ceux après le concours, les candidats qui ont pu recevoir une proposition d'admission. Merci. Autre question, pour accéder à une école qui requiert un entretien après sélection du dossier, est-il possible d'accepter un nouveau vœu sous vœu de secours si l'entretien n'aboutit pas favorablement? Euh, alors, je vais dire non, mais changer ensuite. C'est-à-dire que les vœux, il faut les avoir formulés. De toute façon, les entretiens et la sélection du dossier ne peuvent arriver sur Parcoursup qu'après le 2 avril, une fois que vous avez tous confirmé vos vœux. Donc, si vous voulez faire des vœux de secours, il faut les faire avant, dans d'autres types de formations, en parallèle du vœu que vous faites pour l'école qui vous intéresse.
Ma réponse peut être un peu oui, au sens où, quand même, c'est qu'on l'a évoqué en répondant à une question d'un parent, il y a la phase complémentaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été admis dans une formation, ben à partir du 11 juin, sur d'autres formations, vous pourrez refaire des vœux. Évidemment, moi, je vous conseille plutôt de diversifier en amont, de pas mettre. Vous savez, l'expression française qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quelque part, un dicton qui a dû être fait en pensant à Parcoursup. On ne met pas tous ses vœux dans le même panier. C'est pareil. Pensez à diversifier pour vous ménager des solutions. Soyez ambitieux, il faut l'être. Enfin, je veux dire, et puis, d'un côté, vous prévoyez des solutions de secours. Merci. On retourne sur des questions autour des notes. Est-ce que les notes de première sont prises en compte sur Oui. Parcoursup? Alors, dans la slide qui était je ne sais plus combien, il y avait bien les bulletins de première et de terminale avec les éléments de positionnement, de rendre l'élève dans l'effectif du groupe et avec donc la possibilité pour les formations post-bac, vous voyez, d'apprécier une évolution dans le temps entre la première et la terminale. De la même manière, les appréciations trimestrielles ou semestrielles selon l'organisation des lycées remontent avec les bulletins scolaires. Et dans la suite de votre réponse, du coup, comment calculer la moyenne dans le simulateur que Parcoursup offre? Est-ce qu'on la pondère en fonction des Non, spécialités? en fait, je l'ai bien précisé. Vous l'avez d'ailleurs, quand vous êtes sur le simulateur, là, je ne sais plus quel slide c'était, vous avez une petite indication en dessous de la réglette qui vous dit que c'est une moyenne générale non coefficientée et sans les options. Encore une fois, c'est un élément d'appréciation et qui permet de montrer, ben voilà, les élèves qui avaient tel type de moyenne ont reçu plutôt beaucoup, enfin plus de 50%, régulièrement, rarement des propositions d'admission. Ce serait trop difficile de le faire en intégrant tous les coefficients, enfin quasiment même impossible. Nous, on vous rappelle qu'on doit essayer d'apporter une information homogène sur près de 24 000 formations. Vous voyez, c'est un joli défi. On ne peut pas rentrer dans chacun des éléments. Et on y insiste parce que vous avez raison, je profite de votre question pour le redire. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. La moyenne générale, elle ne doit jamais vous empêcher de vous questionner. D'ailleurs, dans les réponses qu'on vous montre, on vous renvoie aux critères de candidature. Si vous avez une moyenne de 15, mais que vous êtes très faible dans les matières scientifiques et que ce sont d'autres types d'enseignements qui vous font votre moyenne de 15, quand vous allez regarder une formation très scientifique comme par exemple la MPSI, ben, vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu factice, c'est-à-dire que votre moyenne générale n'est pas constituée des éléments sur lesquels, précisément, dans cette formation, on attend. Donc, toujours regarder ces éléments d'information et regarder aussi la rubrique que l'on a examinée tous ensemble tout à l'heure, comprendre les critères d'analyse des candidatures, dans lequel vous pouvez voir, formation par formation, quel type de notes particulières ils attendent. Donc, voilà, il faut relativiser cette information. Elle vous éclaire, mais elle ne vous donne pas toute la vérité. Une autre question de parents, du coup, qui fait écho à ce que vous venez de dire, dans le bulletin scolaire, il peut être mentionné des sanctions, avertissements, travail. Est-ce que ça paraît sur Parcoursup Alors, ou non? ce qui apparaît dans Parcoursup, ce sont que les appréciations. C'est comme les absences, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous voyez, mais évidemment, s'il y a dans une situation particulière des enseignants qui ont été amenés dans leurs appréciations trimestrielles ou semestrielles à porter des éléments d'information de cette nature-là, ça peut être lu par les formations post-bac. Ceci étant, quand on en est là où ça ressort dans les appréciations des professeurs par discipline, c'est qu'il y a un problème qui est quand même pas complètement anodin. Merci. Un étudiant en réorientation passe-t-il après tous les autres ou a-t-il les mêmes chances que les autres d'obtenir la formation désirée? Il ne passe jamais après tous les autres. Il n'y a pas un deuxième service. Vous savez, il n'y a qu'à la cantine, là où il y a un deuxième service. Là, on n'est pas à la cantine. Tous les candidats sont examinés de la même manière, avec les mêmes types de critères. Est-ce que le dossier d'un étudiant en réorientation est exactement le même qu'un dossier de lycéen? La réponse est non, pour une raison toute simple, c'est que l'étudiant a déjà son baccalauréat. Et dans son dossier Parcoursup, ses notes de baccalauréat sont déjà renseignées. Il est différent aussi parce que pour le lycéen, il y a une fiche à venir que j'ai évoquée avec les appréciations du proviseur, prof principal notamment. Et
l'étudiant, lui, il n'est plus en terminale, mais par contre, ils peuvent faire une fiche de suivi, de réorientation en quelque sorte, travailler avec un service d'orientation de manière à expliciter. Parce que ce qui va être important pour ce candidat-là, c'est dire pourquoi il change de voie. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il a trouvé sa voie? Vous voyez, c'est toujours important d'aller questionner finalement pourquoi je change de voie, qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste un clic pour passer à la formation juste à côté sans qu'il y ait eu une réflexion. Et puis, dernier élément d'appréciation, chiffré, enfin deux, j'en donne. Je vous ai dit tout à l'heure, les lycéens, c'est 95% des lycéens qui avaient eu une bonne proposition. Sur les étudiants, c'était 83%. Donc, il y a un petit décalage, mais ça ne veut pas dire qu'on passe après. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des formations sur lesquelles il y a très peu d'étudiants, parmi toutes les formations. Je vous dis par exemple, les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est très rare qu'il y ait des étudiants en réorientation. On ne se réoriente pas vers ce type de formation. Par contre, il y a des formations qui sont très intéressées par ce type de profil, parce qu'il y a parfois une maturité plus grande de ces étudiants par rapport à des lycéens. Et je pense notamment aux formations du travail social, formation du soin, soins infirmiers, eh bien, il y a une part substantielle d'étudiants en réorientation qui réussissent à être admis dans ces formations parce que précisément, ils apportent quelque chose peut-être supplémentaire par rapport à des lycéens. Merci. Alors, il me semble que vous l'avez dit, mais je pense que nos parents ont besoin de l'entendre de nouveau. Toutes les formations proposées sur Parcoursup sont-elles reconnues par l'État? Alors, toutes les formations qui sont sous statut étudiant ont une validation organisée par l'État. Elle est de nature différente en fonction du type de formation, mais c'est le cas pour toutes. Vous pouvez regarder dans la carte d'identité. Vous vous rappelez, on a identifié la carte d'identité. La carte d'identité, c'était des formations dans lesquelles il y a un contrôle de l'État spécifique. Vous avez un petit macaron qui représente un hexagone, bleu, blanc, rouge, vous voyez à peu près. On a fait simple, ça vous donne cette indication. Il peut y avoir aussi d'autres formations qui sont reconnues non pas par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais par un autre ministère. Je vous donne par exemple des cas. Eh bien, une formation en apprentissage, elle doit avoir un titre au registre national du commerce RNCP, et puis elle doit avoir une certification Calliope. Ce n'est pas une validation par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais c'est une certification assurée par le ministère du Travail. Ce que nous souhaitons en faire, les ministres, d'ailleurs, ministres de l'Enseignement supérieur, ministres du Travail, souhaitent travailler de concert de manière à encore renforcer les exigences sur la qualité. En tout état de cause, et c'était le sens du petit livret Les bons réflexes que je vous ai posé, c'est toujours important, y compris vous questionner cette question. Est-ce que le diplôme proposé vous permet d'engager des poursuites d'études? Voilà, quelle que soit la formation, il faut garder aussi son bon sens et sa capacité de questionnement. Nous vous garantissons un cadre dans lequel il y a aussi des règles de bonne conduite. Je pense à des règles qui sont importantes pour les parents. Aucune formation en apprentissage sur Parcoursup ne peut vous demander un paiement ou des frais de dossier ou des frais de candidature ou des frais de scolarité. Ça ne peut pas exister. Aucune formation sous statut étudiant sur Parcoursup ne peut vous demander un acompte. Vous réglez des frais d'inscription au moment où vous vous inscrivez. Elles ne peuvent pas vous demander en amont. Ça, ce sont des garanties. Et nous nous donnons encore plus de poids, là, très prochainement, de manière à ce que si une formation ne respecte pas ses engagements, nous puissions y compris l'exclure de Parcoursup. Voilà, il y a un cadre de bonne pratique, un cadre de règles, ça fait 8 ans. Ces règles-là, elles ne sont pas sorties de notre chapeau. C'est des règles que nous avons aussi fait évoluer en fonction des interrogations des candidats. Je vous en donne une. Il y avait des candidats qui nous disaient je me suis inscrit dans l'établissement et puis j'ai pu avoir une autre proposition via Parcoursup et l'établissement a refusé le remboursement. Eh bien, nous avons mis des dispositions qui permettent de garantir ces règles. Sur Parcoursup, les formations n'ont pas le droit, de vous questionner sur les autres vœux que vous avez faits. Elles n'ont pas le droit de vous vendre d'autres formations qui seraient en dehors de Parcoursup, vous voyez, simplement parce qu'elles ont eu un contact avec vous. Voilà, on essaye d'avoir des règles strictes qui sont pensées pour préserver la tranquillité des lycéens au moment où ils font des vœux, préserver leur liberté de choix et leur capacité d'avoir le dernier mot. Cette plateforme, elle est faite pour les candidats, elle n'est pas faite pour les formations, même si évidemment je travaille avec elles et que la prise en compte de leurs préoccupations est évidemment un élément important, mais mon usager à moi, c'est le lycéen. Merci. Si un vœu en alternance est accepté, comment se passe la recherche d'une entreprise ensuite? L'établissement concerné aide-t-il à la recherche? Est-ce que c'est une obligation?
Alors, quand vous avez fait un vœu en apprentissage, vous pouvez avoir une réponse qui est acceptée sous réserve de contrat. Ça veut dire que vous devez chercher un contrat. Vous avez directement, depuis votre dossier, l'accès à un site qui s'appelle la Bonne Alternance, qui propose des employeurs qui régulièrement embauchent des apprentis. Mais moi, mon conseil, c'est de prendre contact avec le centre de formation d'apprentis, la formation dans laquelle vous avez demandé sur Parcoursup. C'est sa mission légale de vous accompagner à trouver un employeur. Il peut vous faire des entretiens, un peu testing, test d'entretien d'embauche, vous voyez. Il y a une démarche. Alors peut-être le conseil pour aller un peu plus loin que la question, mais sans doute répondre à une préoccupation légitime, je l'ai dit au début de mon propos, on peut trouver dans le même lycée, alors j'avais pris commerce international, je vais poursuivre sur cet exemple, dans le lycée Gustave Eiffel, je suis sûr qu'il y a un lycée Gustave Eiffel, il y a une formation BTS sous statut étudiant commerce international et la même formation en apprentissage. Peut-être ce que je peux vous conseiller, moi, si votre enfant est vraiment intéressé par ce type de formation, eh bien, c'est de faire le vœu sous statut étudiant pour ce lycée et le vœu en apprentissage. Si vous recevez dès le 2 juin une réponse favorable sous statut étudiant, acceptez-la, ça vous laisse plus de temps. Ça vous fait une sécurisation pour votre rentrée, mais ça vous laisse le temps ensuite d'aller chercher un employeur d'apprenti. Et je rappelle que le temps en quelque sorte, les grands moments d'embauche dans l'apprentissage, c'est entre juillet et octobre. C'est surtout à ce moment-là que beaucoup de recrutement se fait par les employeurs. On retourne autour des vœux toujours. Quand on confirme son vœu, est-il possible de modifier ou finir de compléter son dossier avant la date butoir? Oui, enfin, il faut compléter son dossier pour pouvoir confirmer son vœu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans la rubrique activité, est-ce qu'elle est nécessaire pour personnaliser ses vœux? Non, en fait, elle est transversale. Après, vous pouvez très bien combiner, vous voyez, entre des éléments que vous allez mettre dans votre rubrique activité centre d'intérêt, puis des éléments dans la lettre de motivation, plus dédiés à un vœu et à un type de formation en particulier. Et alors, on retourne sur une question habituelle autour de l'internat. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les Bien sûr. formations avec sans internat, Alors, s'il ça vous plaît? concerne les classes préparatoires aux grandes écoles, pour lesquelles l'accès à l'internat se gère dans Parcoursup. Je vais donner un exemple. Vous êtes intéressé par une formation de classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle ECG, économique et commerciale générale, une filière pour accéder ensuite aux grandes écoles de commerce. Eh bien, dans le lycée, alors, je sais pas, j'ai plus de nom. Jacques Chirac, allez, ça m'est venu comme ça au hasard, hein. Il y a un lycée Jacques Chirac, je suis sûr, quand même, quelque part. Dans ce lycée-là, on vous propose cette classe préparatoire sous deux formules, la formule avec internat et sans internat. Lorsque c'est sans internat, évidemment, c'est uniquement le dossier pédagogique qui va être pris en compte. Lorsque c'est avec internat, on vous sollicitera dans votre dossier Parcoursup de transmettre des éléments d'information comme le revenu des parents pour apprécier le niveau de besoin social. On donnera à la formation lorsqu'elle l'examinera, elle fera sans doute, parce que souvent il y a des critères, est-ce que c'est des boursiers, comment se situe le niveau de revenu des parents, est-ce qu'il y a une distance entre là où habite le lycéen puis là où il souhaite s'inscrire à l'internat. Ce qui est important pour la formulation des vœux, c'est que quand vous choisissez dans ce lycée Jacques Chirac cette formation ECG, vous pouvez choisir avec internat ou sans internat et ça vous coûte qu'un seul sous-vœu. Vous voyez, c'est une possibilité qui vous duplique. Attention, parce que j'ai eu un cas ou deux, j'en ai un cas par an, vous voyez, où il y a un élève dont les revenus des parents sont plutôt confortables et qui ne fait que des vœux avec internat. Attention, parce que là, c'est une erreur. Certes, son dossier scolaire est indispensable pour rentrer dans la classe prépa, mais pour accéder à l'internat, s'il n'a pas un besoin social, eh bien évidemment, il sera mal classé. Et donc, il faut vraiment éviter de ne faire que des vœux à l'internat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Soit vous faites que des vœux sans internat parce que l'internat ne vous intéresse pas, soit si vous êtes intéressé à l'internat, moi je vous conseille toujours de choisir les deux. Ça ne vous coûte rien en termes de vœux sur Parcoursup. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Est-il nécessaire de remplir Parcoursup si l'étudiant souhaite faire ses études à l'étranger? C'est une très bonne question. Moi, mon conseil, c'est quand même d'aller faire Parcoursup
parce que vous n'êtes pas complètement certain qu'au mois de juin, votre enfant, fils ou fille, aura gardé la même idée. Vous savez, les choix de l'accès à l'enseignement supérieur, il y a des éléments objectifs, puis il y a beaucoup de subjectivité. Il peut y avoir un changement dans la vie familiale. Il peut y avoir, votre fils a trouvé une petite copine au mois de mars, et évidemment, la copine reste en France, et du coup, son choix au mois de juin, vous voyez, est perturbé par cet élément évidemment important dans la vie, au centre de sa vie sans doute. Mais ça va impacter. Donc, par précaution, faites quand même une candidature sur Parcoursup, faites les vœux raisonnablement sur Parcoursup, et puis, soit le parcours à l'étranger tombe à l'eau et au moins il aura des solutions sur Parcoursup, soit si le parcours à l'étranger se confirme et qu'il va s'inscrire à ce moment-là dans une université étrangère, à ce moment-là, il se désinscrit de Parcoursup. Ça ne sert à rien d'y rester si le projet s'est concrétisé. Mais voilà, jouez la sécurité parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer du coup jusqu'au mois de juillet et qu'il vaut mieux avoir pris des précautions en amont. Mais écoutez, un grand merci. Il est temps de clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Teilhard pour ses précieux conseils et sa disponibilité.